Le pluie traçait de longues zébrures sur les fenêtres du domaine Kagington. Une fière forteresse de verre de pied perchée au sommet d'une colline, surplombant la ville scintillante de lumière, le vent laissait à travers les imposants cadres des fenêtres comme pour raconter la solitude de cet endroit. À l'intérieur, Tamar Agide soutenait de vaste route. Ajustant son pelusier dont les poignets s'étaient délavés avec le temps, ses baskets crissaient faiblement contre le sol de marbre froid. Le petit bruit résonne dans le silence. L'incisé Tamar portait une force tranquille dans ses yeux sombres profonds et fatigués. Mais regard inébranlable, comme si la vie lui avait appris à continuer. Peu importe le peu qu'elle portait, ce nouvel emploi d'assistante quotidienne pour Helio Kagington. Le milliardaire de la tech qui avait survécu à un accident d'hélicoptère 3 mois plus tôt, était sa chance de payer les factures d'hôpital de ses meufs et de s'occuper de son fils de 5 ans. Mika, le majordome un hommage et frêle homme rageux aux cheveux blancs clairsemés, la conduisit à travers de longs couloirs aux dalles de pierre, où des lustres en cristal projetaient des éclats de lumière sur le sol. Il est difficile, dit Ragel d'une voix basse et prudente. Comme s'il partageait un secret, n'attendez pas de chaleur. Faites simplement votre travail, reste silencieuse. Il s'arrêtait devant une porte en chêne. Finement sculpte frappait 2 coups des joues puis les poussait. À l'intérieur, le bureau était planché d'une faible lumière, éclairé seulement par une lampe de bureau antique à lueur crépitante de la cheminée. L'odeur du bout ancien du cuir se mêlait dans l'air, crée une atmosphère à la fois chaleureuse et étouffante. Helio Kagington était assis dans un fauteuil de cuir noir. Son bras gauche immobile donnait charme. Son épaule légèrement affaissée par les blessures persistantes. Le 35 août, il était déjà une légende de la technologie. Fondateur de Kagington Technologies dont l'intelligence artificielle remodelait le monde. Son visage était au trait acerbe comme sculpté dans les pierres. Mais les ombres sous ses yeux et fine ligne sur son front trahissaient une douleur prolongée. Il portait une chemise blanche impeccable dont les manches étaient négligemment retroussées. Comme s'il ne se souciait plus des apparences. Ses yeux étaient rivés sur la tablette qu'il tenait. Ses doigts balayaient l'écran avec une concentration presque obsessionnelle. Amar tentait de s'arrêter quelque peu. Inspire profondément pour affermir ses voix, Monsieur Kagington. Je suis Amar Agide, je vous assisterai dans vos routines quotidiennes. Ce voix était calme professionnel. Teinté d'une chaleur qu'elle espérait voir adoucir la tension de la pièce, il y levait peu les yeux. Il fit un geste de l'émeute, bref, autoritaire, comme si elle n'était qu'une ombre de la pièce. Faites votre travail, ne me dérangez pas. Ce voix était glacial. Chaque mot prononcé comme un ordre non négociable. Il continuait de faire défiler l'écran. Comme si sa présence ne méritait pas d'être reconnue, Marthe hochait la tête. Ne trahisse aucune émotion. Elle était habituée à ce genre de traitement de la part de Cliff lors de ses précédents emplois. De nettoyage de la part de gens qui les regardaient sans les voir. Mais quelque chose chez Helio la fit hésiter un instant de plus. Ce n'était pas l'arrogance ou le froideur, c'était ses yeux. Pendant un bref instant alors qu'il pensait que personne ne le regardait. Elle entrevit quelque chose dans son regard bleu profond. Du désespoir comme un homme se noyant dans les ténèbres. Ne sachant comment atteindre la lumière, elle commença son travail. Rangeant silencieusement la pièce, elle rassemblait les papiers éparpillés sur le bureau. Organisa soigneusement d'épaisses liasses de documents techniques sur les bibliothèques. Son regard balayait les étagères imposantes garnies de livres sur l'intelligence artificielle. L'économie de quelques photos délavées dans des cadres en argent. L'une montrait une femme âgée aux cheveux gris au sourire d'œuf de bois côté d'un jeune garçon. Probablement un lion enfant. Amar elle s'attardait peut-être mais ne put s'empêcher de se demander qui était cette femme. Et pourquoi la photo était-elle recouverte d'une fine couche de poussière? Elle se déplaçait vers le coin de les pieds essuyant les tables pour. Faisant attention à ne pas toucher les tasses de café à moitié vides de côté. Helio ne les regardait toujours peu. Mais elle sentait son regard se poser sur elle de temps à autre. Quand elle se pencha pour ramasser un livre tombé au sol, elle l'entendit s'éclaircir la gorge comme pour parler. Il ne dit rien, Amar n'insistait pas. Elle se relevait en portant le plateau d'objets hors de la pièce juste avant de sortir. Elle jetait un dernier regard en arrière. Il était toujours assis immobile. Les lueurs de l'écran de la tablette éclairent son visage, mais ses yeux semblaient maintenant loin, fixant de vite perdu. Elle ferme doucement la porte. Le cœur lourd, cet homme n'était pas seulement brisé par un accident, il y avait quelque chose de plus profond qu'une blessure qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Mais Amar a su qu'à partir de ce jour, son travail ne consisterait pas seulement à nettoyer et soigner. Elle devrait trouver un moyen de percer le mur de glace qu'elle lui avait construit non pas pour lui, mais parce qu'elle croyait que tout le monde aussi loin soit-il méritait d'être vu à la lumière. Vous regardez Soul Story où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Le domaine Kagington était si silencieux au petit matin qu'Amar pouvait entendre le léger tapotement de la pluie contre les fenêtres au rythme régulier de sa propre respiration. Son 3e jour de travail, tel s'était habitué à l'atmosphère vaste mais froide du manoir. Avec ses couloirs infinis et ses pièces somptueuses qui manquaient de chaleur, son travail d'assistance à Helio Kagington. Un homme à la fois milliardaire de la tech et patient réticent.
s'avérait être plus que simplement nettoyer ou gérer ses médicaments. C'était un test de patiente. Un défi pour interagir avec quelqu'un qui semblait avoir construit une forteresse entière pour se couper du monde. Elio était un défi exactement comme Rajel le majordome l'avait prévenu. Il refusait tout aide au-delà du strict minimum et même alors seulement selon ses propres termes. Ce matin, quand Amar d'entrer dans le set et manger avec un plateau de petit déjeuner d'une omelette, du pain grillé et un verre de jus d'orange, elle proposait de l'aider à changer de chemise. Car son bras gauche était toujours en écharpe et sa mobilité limitée. Elio assis en bout de table, les yeux fixés sur son téléphone, levait immédiatement la tête. Un éclair d'irritation illuminant ses yeux bleus perçants. « Je n'ai pas besoin que vous me donniez à manger ou que vous essuyiez, monsieur, lança-t-il. Sa voix tranchante comme une lame. Chaque mot prononcé était comme un rappel de ses places. Soyez juste heureux. Et ne m'énervez pas. Amar restait immobile, le plateau et demande son expression impassible. Elle ne tressaillit pas, son temps essayait de l'apaiser avec un faux charme. Ni ne répondit avec la colère que d'autres auraient pu montrer. Elle se contenta d'un petit hochement de tête. Posait le plateau avec soin et répondit « Je comprends, monsieur ». Sa voix était calme, presque neutre. Mais portait les forces tranquilles qu'elle avait affinées au fil des années de maternité célibataire. Et des innombrables nuits se sommeillent au chevet de sa mère. Elle se détourna et reprit ses routines et préparant les médicaments selon l'horaire du médecin. Rangeant le bureau, Elio passait de longues heures et s'assure que les cuisines restaient prêtes pour toute demande soudaine. Mais pendant qu'elle travaillait, elle l'observait non pas avec curiosité, mais avec une attention discrète. Le genre d'attention qu'elle avait appris en élevant son fils Mika. Elle remarquait les mots subtils qu'Elio pensait que personne ne voyait de la façon dont il serrait les mâchoires quand la douleur éclatait dans son épaule. Comment sa main se serre dans un pot quand il essayait de lever son bras blessé. Ou le regard lointain dans ses yeux quand il fixait les fenêtres, comme s'il cherchait quelque chose de perdu depuis longtemps. La solitude d'Elio n'était pas quelque chose qu'il exprimait. C'était quelque chose qui persistait comme un mur invisible repoussant tout le monde. Rajel lui parlait rarement au-delà du nécessaire, le reste du personnel du chef au jardinier gardait ses distances comme s'il craignait d'offenser le maître de maison. Même Clara, sa fiancée dont Amar avait entendu parler que par Rajel, ne semblait plus venir souvent. Amar se demandait comme un homme qui avait tout pouvait choisir de vivre dans un tel isolement. Le 4e minute quelque chose change, ne serait-ce que pour un bref instant. Amar examinait sa liste de contrôle dans la cuisine quand elle entendit un bruit provenant de la chambre d'Elio, un bruit sourd comme si quelque chose était tombé. Elle frappe et n'obtint aucune réponse. Mais son instinct lui dit de vérifier. Elle ouvrit la porte pour trouver les lampes de chevet, projetant une faible lueur sur le visage d'Elio. Il était assis sur le bord du lit, le front perlé de sueur. Son pyjama bleu profond pendait lâchement de son épaule droite, la gauche était nue. L'écharpe de travers, il avait clairement essayé de féchoter s'habiller seul. La douleur gravée sur ce trait était indéniable. Ses lèvres étaient fermement pressées. Et sa main droite tremblait légèrement alors qu'il essayait de tenir le tissu. Amar entra sans un mot. Elle ramasse l'oreiller qui était tombé au sol et remit sur le lit. Puis s'approcha tranquillement de lui. Elle ne demanda pas les permissions, et ne montra aucune pitié. Elle prit simplement la chemise, le glisse sur son épaule gauche avec des mouvements prudents et assurés. En veillant à ne pas toucher les blessures, ses gestes ne portaient aucun sentimentalisme, aucune condescendance. Seule une dignité tranquille, celle qui parle de respect sans dire un mot. Quand elle boutonnait le dernier bouton, le silence envahit les pieds. Rompu seulement par le bruit de la pluie dehors. Puis Elio parle, elle se voit à peine plus haute qu'un murmure. Presque comme si elle ne lui était peu destinée. Vous n'avez pas demandé comment je me sente. Amar fit une pause. Ses doigts touchent encore le bord de sa chemise, il levait les yeux, croisait son regard. Directement de son vacille. Parce que j'imaginais que personne ne vous l'avait jamais vraiment demandé, monsieur. Répondit-elle de ses voix douces mais fermes comme si elle énonçait une évidence. Ses mots tombèrent comme une pierre dans une calme, envoyant de subtiles ondulations à travers le silence. Elio ne répondit peu, mais pour les premières fois ses yeux se posèrent sur elle plus longtemps. Plus profondément comme s'il essayait de comprendre quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Et ce moment, Amar sentit une petite fissure dans ses façades de glace puis une reddition. Mais une lueur de lumière perce à travers. Elle se tourna et quitta les pieds, mais son cœur battait plus vite. Elle sut alors que chaque pas qu'elle ferait dans cette maison ferait désormais partie d'un voyage. Un voyage pour atteindre l'homme réel caché derrière les murs qu'il avait construits. Le samedi matin, un soleil rare perçait les nuages gris, projetant des faisceaux pâles sur les tables noyées de la salle à manger formelle du domaine Kagington. Amar polissait tranquillement les verres en cristal dans un coin. Ses mains se déplaçaient avec une aisance exerce. Mais ses yeux restaient attentifs, chaque détail autour d'elle. Après une semaine de travail pour Elio Kagington, elle avait appris que la prudence n'était pas seulement une compétence, c'était un instinct de survie dans cette maison pleine de secrets indicibles. Les portes de salle à manger s'ouvrirent et Clara l'anglais entre eux. Apportera avec elle une rafale de confiance et de pouvoir. La fiancée d'Elio, une avocate renommée, ressemblait à quelqu'un sorti d'un magazine de mode. Ses cheveux d'or ondulèrent à vagues parfaites. Ce robe juste vert émeraude épousait ses silhouettes élanceuses et son sourire
Vif et parfaite, me répète. Pouvait facilement faire croire n'importe qui de sincérité. Mais depuis le coin de l'épiette, Amara remarqua quelque chose. Ce sourire n'atteignait jamais les yeux de Clara. Elle y est le chéri, recoule à Clara et ses voix douces mais tranchantes comme du velours sur de l'acier. Elle pose un épais dossier de vrai lieu qui était assis au bout de table. Son bras gauche toujours en écharpe, les yeux fatigués mais méfiants. Tu dois signer ça. Juste une précaution pour protéger tes actifs au cas d'événements imprévus, il insista sur le mot imprévu, incline la tête avec une expression faussement concernée. Elio levait les yeux de ses tablettes, le front légèrement plissé. Quel genre de paperasse, ça vous était battre l'empreinte de suspicion. Mais il attrapait le dossier, il parcourut les premières pages. Ses doigts se déplaçaient lentement et pensivement, tenait son corps restait tendu. Le poids de les douleurs et de l'impuissance toujours présent. Clara s'assit à côté de lui, ses mains reposant doucement sur son bras valide. Un geste censé paraître affectueux mais qui portait une nuance possessive. Juste une autorisation financière pour que je puisse gérer quelques petites choses si tu as ça. Autre épisode. Après l'accident, nous devons être plus prudents. Elle sourit, ses yeux le scrutent brièvement comme pour calculer sa réaction, de son coin. Amara reste immobile, torche et mains sentant un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes. Mais quelque chose dans les voix douces de Clara sonnait feu, trop poli, trop délibéré. Quand Clara s'excusait pour répondre à un appel téléphonique et quitta les pieds. Laissant le dossier sur les tables, Amara s'approchait pour débarrasser les tasses de thé froide. Elle n'avait pas l'intention de regarder. Mais ses yeux tombèrent par inadvertance sur les premières pages et les mots imprimés le firent se. Fige, procuration financière permanente et transfert du contrôle des actifs au cas d'incapacité. Le cœur d'Amara se mit à battre le chamade. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de lire le document. Savait que franchir cette ligne pourrait lui coûter son emploi et ses instincts, les mêmes qui l'avaient aidé à survivre à des années de difficultés. Hurler que ce n'était pas un simple papier sans conséquence. Ce n'était pas fait des termes procéduraux, il sentait la manipulation. Silencieusement, elle posait la tasse de thé de ses yeux se portant sur Elio. Toujours en train de lire. Ses deux tapotaient les tables comme s'il luttait contre quelque chose d'interne. Le sentiment de malaise persistait toute la journée. Amara effectuait ses tâches habituées, prépare le déjeuner, triomphe et médicaments. Époustant les cadres fautes dans le bureau et son esprit revenait sans cesse au dossier. Elle se rappelait qu'elle n'avait aucun droit d'interférer, qu'elle n'était que l'aide. Mais le souvenir de sa mère immobile dans un lit d'hôpital résulte des décisions imprudentes d'autrui, l'empêchait de rester silencieuse. Le lendemain matin, l'atmosphère de la salle à manger était plus lourde. Clara était revenue cette fois vêtue d'un élégant tailleur gris. Les cheveux attachés à une queue de cheval haute et son sourire plus éclatant. Comme si elle était certaine de sa victoire. Elle lui était assise à la même place, le dossier était ouvert devant lui. Un stylo plume posé à côté, il prit le stylo, ces deux se déplacent lentement. Visiblement tiraillée, Clara se tenait de côté de lui, une main légèrement posée sur son épaule. Son sourire ne faiblissant jamais. C'est une bonne journée pour régler ce chéri, dit-elle de ses voix douces. Mais porte une pression indéniable. Amara entre les pieds avec un plateau d'haute tranche de citron. Une simple partie de ses routines quotidiennes. Elle posa le plateau sur une table d'appoint quelque peu. Sentant immédiatement les tensions de l'air, elle savait que son temps était compté. Si elle ne disait rien, elle y signerait, elle regretterait son silence à jamais. Si elle parlait, elle pourrait tout perdre ce travail. Les capacités de payer les factures d'hôpital de ses mères, l'avenir de Mick. Mais elle ne pouvait pas se trahir elle-même. Prenant une profonde inspiration, elle s'approcha de la table. Juste assez près pour que ses mots ne soient entendus que par Elio. Elle murmure que ses voix assez basses pour que Clara ne l'entende pas, ne le signez pas, monsieur. La tête d'Elio se relevait d'un coup sec, le stylo figé en l'air. Ses yeux bleus pères sont fixés sur Amara surpris. Essayons de déchiffrer ce qu'elle voulait dire. Clara à côté de lui se raidit. Le sourire sur son visage se figea une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. Quelque chose ne va pas, demanda-t-elle tout son ton léger mais teinte d'un avertissement. Amara regardait Clara, son regard reste fixé sur elle, inébranlable. Même si son cœur battait les chamades, elle n'offrit aucune explication, aucune excuse, se contenta de rester. Stable silencieuse, Elio posa lentement le stylo de ses yeux toujours fixés sur elle. Qu'avez-vous dit? C'est vous était bas, c'est plein ordre cette faute, mais une question. Empreinte de curiosité et d'une concentration qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. Amara prit une autre inspiration, regarde ce voix stable. J'ai vu monsieur, ne le signez pas. Elle insista sur chaque montre sans élever de voix. Mais s'assure qu'il comprenait que ce n'était plus une suggestion. L'air de la salle à manger du domaine Kagington était aussi tendu qu'un fil de fer. De voix que la pluie poursuivait son rythme régulier. Mais elle ne pouvait adoucir le silence tranchant qui régnait dans les pièces. Elio tenait le stylo plume suspendu, son regard bleu perçant fixé sur Amara rigide. Ses mots ne le signaient pas, monsieur, étaient comme une pierre jetée dans une calme. Envoie des ondulations qui ne s'arrêteraient pas. Ses doigts se resserrèrent autour du stylo. Comme s'il s'agrippait une décision qui pourrait tout changer. Clara de bois côté d'Elio tournait vivement la tête. Ses yeux marron vifs brillèrent d'une colère froide et coupante, mais en un clin d'œil. Elle retrouvait son sang-froid et les lèvres se courbant de ce sourire parfait répété. Ce n'est que les Elio, dit Clara. Ses voix douces mais dégoulinent d'un mépris peine voilé. Qu'est-ce qu'elle vous sait? Elle pencha la tête.
Ses yeux balayent Amara comme si elle n'était qu'un obstacle. Ne valent même pas la peine d'être enlevée. Amara reste immobile, le plateau de toujours entre ses mains. Son regard stable et se bronchait, elle ne répondit pas Clara. Elle ne se défendit pas et ne s'excuse pas, et le regarda simplement Velieux. Ses yeux sombres remplis d'une résolution tranquille. Son cœur battait les chamades dans sa poitrine et son expression restait calme. Comme si elle avait fait une observation désinvolte plutôt qu'un avertissement qui pourrait lui coûte son emploi, voire plus. Elliot ne répondit pas immédiatement, lentement. Il posait le stylo sur la table, le léger clic du métal contre le bois résonnait bruyamment dans le silence. Il repoussait le dossier non de manière décisive. Comme s'il avait fait un choix qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Appelez l'équipe juridique, dit-il, se voix fait froid et les yeux fixés non peu sur Clara. Mais sur l'espace de volume, je veux que tout ce document soit examiné maintenant. Clara se figea, le sourire vacillait sur son visage un très bref instant. Elliot le shérif, il n'est pas nécessaire d'envenimer les choses, commença-t-elle. Se voix toujours douce mais teinte d'urgence. Elle posait une main manucurée sur son épaule. Le diable son de captant la lumière, c'est juste une précaution, après l'accident. Je veux juste être sûr. Ça suffit, les coupes Elliot sont en tranchant comme une lame, il repoussa sa main de son épaule. Les yeux toujours sur le document, j'ai dit de le faire examiner. S'il est aussi inoffensif que tu veux de tenir, pas de quoi s'inquiète, n'est-ce pas? Clara ouvrit les bouches prêtes à protester de l'iltre ferme. Les lèvres pressèrent une fine ligne. Elle lançait à Amara un regard assez aiguisé pour percer l'acier. Mais Amara baissa simplement le regard et posa le plateau sur une table d'appoint. Comme si elle était inconsciente de la tempête qui se préparait autour d'elle, Clara se retournait. Offre un sourire crispé. Bien sûr, le shérif, si c'est ce que tu veux, il quitte les pieds et ses pelifs. Le claquement de cet aloe résonne furieusement sur le sol marbre. Amara commença à nettoyer le plateau, mais se dirigeant vers la porte. Mais elle sentait toujours le regard d'Elliot sur elle. Elle ne se retourna pas, elle ne voulait pas l'affronter pour le moment. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne. Une employée de maison n'avait pas s'immiscer dans les affaires privées de son employeur. Surtout celle d'un milliardaire comme Elliot Cagington. Mais elle savait aussi que si elle était restée silencieuse, elle n'aurait pas pu vivre avec elle-même. Cet après-midi-là, l'équipe juridique de Cagington Technologies arrivait, des hommes aux costumes sombroses. Expression sévère, aux mallettes au cuir. Ils se réunirent dans la salle de conférence privée. Rejoint uniquement par Elliot et quelques conseillers de confiance. Amara poursuivit ses tâches épouses et te préparait le arranger les médicaments, mais elle surprit des murmures dans le couloir. Des mots comme autorisation. Actif et risque s'échapper par les fentes de les portes, elle n'avait pas l'intention d'écoute, mais l'atmosphère de la tempête prenait de l'ampleur. Plus tard dans le soir, quand Amara apportait un plateau de collation légère au bureau, elle trouvait Elliot assis seul, le dossier était ouvert de votre lutte, mais il ne lisait pas. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, toutes les lumières de la ville scintillaient sous un ciel noir. Les avocats étaient partis, les pièces étaient silencieux. Seulement troublés par le doux crépitement du feu, Amara posait le plateau sur la table et se tournait. Pour partir quand ce vol l'arrêta. Que savez-vous de ce dossier, demanda-t-il. Ce vol était quelque clair, pas accusatrice. Juste aiguisée par la curiosité, Amara fit une pause de la main sur le poignet de la porte. Elle prit une inspiration, choisit sur ses mots. « Je ne sais pas grand-chose, monsieur. » Répondit-elle fermement, « J'ai juste vu quelques lignes en nettoyant. Procuration financière permanente, transfert de contrôle, ça me semblait être quelque chose destiné à vous protéger. » Elliot tourne la tête, ses yeux fixés sur les sièges non plus froids ou distants comme avant. Mais concentre-toi sérieux, t'as quelque chose d'autre presque reconnaissant. L'équipe juridique l'a confirmé, dit-il doucement, si j'avais signé. Clara aurait eu le contrôle total de presque tous mes actifs en cas de nouveau commun. Aucune clause de révocation. Aucune restriction, Amara ne répondit pas, elle se contenta d'un petit hochement de tête. Un frisson les parcourt, non pas de peu. Mais du poids de savoir qu'elle avait eu raison, mais le vérité, elle savait. Avait toujours un prix. Clara revint tard ce soir-là. Arbore l'expression soigneusement composée de quelqu'un se prépare à limiter les dégâts. Elle entrait dans le bureau, Velieux était toujours assis, commença ses défenses avocines. Puisse parler. Elliot, j'essayais seulement de te protéger, dit-elle de voix tremblante. Les yeux brillants de ce qui aurait pu être des larmes répétées, après l'accident. J'ai eu peur. L'avocat dit que c'était le plus sûr, ne dis rien, l'interrompit Elliot. Ce ton froid comme la glace, je ne veux pas entendre une autre excuse. Il se levait lentement avec les prudences de quelqu'un qui guérit encore. Mais ce teint droit, ses yeux rencontrèrent les siens directement, tu avais l'intention de prendre tout ce que j'ai. Ne prétends pas que c'était pour moi, Clara ouvrit les bouches. Mais aucun mot ne sortit, elle se tournait vers Amara qui se tenait tranquillement dans le coin. Se prépare à partir. Tu es, siffla Clara de ses voix basses et dangereuses, qu'est-ce que tu lui as dit? Pour qui te prends, tu te mêles de nos affaires? Amara te répondit pas. Elle croisait le regard de Clara sans s'y mais ce défi non plus. Elliot parle avant que Clara ne puisse aller plus loin, elle fait ce qu'aucun de vous n'a jamais fait, dit-il. Se voix calme et ferme, elle me sauvait de quelque chose que je croyais sûr. Ces mots coupèrent plus profondément que n'importe quelle accusation. Clara reste fige.
Les lèvres serrées puis se tourne à sortir trompe l'écho de cet halo résonnant de fureur. Amar baissa la tête et se dirigeait vers la porte, mais Elliot le rappela. Amar, dit-il, son nom prononcé pour les premières fois, se voit plus douce maintenant. Presque reconnaissante, merci. Elle hochait la tête mais disait rire et sortit de les pièces. Mais alors que les portes se refermaient derrière elle, son cœur battait, le chamin domptait de peu. Mais elle avait prise de conscience qu'elle s'était aventure de quelque chose de dangereux. Son murmure n'avait pas seulement brisé le plan de Clara. Il avait changé la façon dont Elliot le regardait. Et peut-être la façon dont il regardait le monde. Où se levait maintenant, elle ne le savait pas. Mais une chose était certaine, désormais. Chaque pas qu'elle ferait dans cette maison exigerait plus que du courage. Dans les jours qui suivirent l'incident de la procuration, l'air à l'intérieur du domaine Cagington semblait légèrement plus léger. Elliot commençait à remarquer Amar non pas avec méfiance ou indifférence, mais avec une curiosité tranquille. Il n'était pas attiré par son apparence, bien qu'Amar possédait une boîte naturelle discrète. Avec ses épaisses boucles noires généralement attachées par commodite, ses yeux sombres et profonds qui recelaient une résilience inébranlable. Et un sourire rare mais chaleureux qui pouvait chasser le froid de n'importe quelle pièce. Ce qui attirait l'attention d'Elliot, c'était ses façons de vivre, un équilibre inhabituel entre un travail acharné et une sorte d'optimisme qu'il ne pouvait comprendre, alors que vu l'arme de toute la richesse et du pouvoir du monde. Voyez la vie comme une série de mouvements calculés. Amar parvenait d'une manière ou d'une autre à trouver de la lumière dans les plus petites choses. Elle se déplaçait au fil de ses journées avec un rythme constant, nettoyage du matin, préparation des repas et organisation des médicaments d'Elliot, vérification des listes de tâches et le mi-journée, répond occasionnellement à ses brèves questions. Les après-midi étaient consacrés à l'hôpital où sa mère grasse était soignée. Elle ne se plaignait jamais, ne montrait jamais de fatigue, bien qu'Elliot le surprenne parfois de brutes silencieuses dans le coin de la cuisine. S'agrippant au bord du comptoir, prenant une profonde inspiration pour se ressaisir, il se demandait comment quelqu'un comme elle, portant le poids de la famille et d'un jeune fille, pouvait encore sourire aux polices avec audacieux des chaussures de Mick avant l'école. Un mardi après-midi gris pluvieux, la ville était voilée d'un rideau de bruit. Le son de l'eau dégouline régulièrement sur le toit du manoir. Elliot assis dans son bureau avec un rapport d'entreprise à la main se sentait agité, il ne pouvait pas se concentrer. Son regard dérivant vers les vitres maculées de pluie. Amar était parti il y a plus d'une heure, comme elle le faisait toujours, pour se rendre à l'hôpital. Depuis son avertissement discret au sujet du document, elle s'était tenue de sans peur. Ne demandant aucune louange, elle était devenue une énigme, et pour les premières fois depuis des années. Elliot ressentit le besoin de comprendre quelqu'un, il se levait à Plalim. Son chauffeur privé, un homme tranquille dans la cinquantaine. Emmenez-moi à l'hôpital Saint-Mégis, dit-il simplement, et il ne posait pas de questions, les bantelets noirs roulent sous les pluies. Les peu chuchotant sur l'asphalte glissant. L'hôpital Saint-Mégis se trouvait de la périphérie de la ville. Un bâtiment mais bien entretenu avec de longs couloirs centrés antiseptiques. Elliot portait une casquette de baseball pour éviter d'être reconnu alors qu'il se dirigeait vers l'unité de soins intensifs où Grace était traitée. Il n'avait pas l'intention de parler à Marthe, seulement de les voir dans son propre monde. Depuis le couloir et travers les vitres de la chambre d'hôpital, il les vit. Amar était assis à côté du lit de se mettre leurs mains entrelacées. Ses deux fins enroulées doucement autour de cet immobile de Grace. Elle parlait de ses voix douces presque mélodieuses, bien que personne ne réponde. Mick a fait un autre dessin à l'école aujourd'hui, maman, dit-elle souriant. Ses yeux s'illuminant à la mention de son fils. Il a dessiné un vaisseau spatial. Il a dit qu'il t'emmènerait sur Mars, que tu te réveilleras. Je lui ai dit que tu préférais probablement ta ville toastée un peu plus près. Elle retint son doute douloureux. J'écarte une mèche de cheveux argentés du front de sa mère. Tu dois te réveiller pour le voir. D'accord, je lui ai promis de te l'apporter. Elliot se tenait juste derrière le vitre et quelque chose se serrait dans sa poitrine. Il n'était pas familier de ce sentiment de jaloux sur nous pour l'argent que le statut. Mais pour un moment qu'il n'avait jamais eu. Il avait toujours de manoir qu'une entreprise de célébrité. Mais personne ne s'était jamais assis à ses côtes. Ne lui avait tenu de lui avait raconté de petites histoires juste pour qu'il se sente. Et c'est même la seule personne qu'il avait fait fierté fouiller l'avait quitté depuis longtemps. Depuis que son monde était rempli d'affaires, de pouvoir et de méfiance, il se détournera avec camarade depuis le voir. Retournant d'un peu rapide à la voiture que les pluies s'infiltrant dans son manteau. Pendant le trajet du retour, il restait assis en silence regardant par la fenêtre. L'esprit tourbillonnant d'images de son sourire de ce veau, et de cette force tranquille qu'il n'arrivait pas à comprendre. Comment quelqu'un qui n'est rien d'autre que l'espoir peut-il encore donner autant de ce soir-là? Amar retourne au domaine pour terminer son service. Elle entrait dans la cuisine et fut surprise d'y trouver Elliot assis à la petite table du personnel. Une tasse de café et des mains de regard lointain. Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose? Demanda tête son ton toujours professionnel. Mais teinte de surprise. Elliot secoua la tête et de tapotant légèrement la tasse céramique. Non. Je voulais juste m'asseoir ici un moment. Il regarde ses yeux nets au plus frottes mais plus de bien que toujours difficile à lire. N'êtes-vous jamais fatigué, femme, avec tout ce que vous faites? Elle fit une pause.
Un chiffon de main prise au dépourvu par l'honnêteté de ce voix. Puis, pour les premières fautes, elle s'autorisait à répondre sincèrement. Bien sûr que c'est monsieur. Elle esquissait un petit sourire sincère. Mais ensuite, je pense unique que les mères. Ils ont besoin de mots et je pense que si j'arrête, qui continuera pour eux? Elle baisse les yeux de sourire toujours. De plus, les petits moments comiques arrivent comme de mère me serrent les mains, même juste un peu. Valent plus que toutes les fatigues. Elion ne répondit pas tout de suite. Il la regarde comme s'il essayait de mémoriser ses mots. Puis il fit un léger chemin de tête et les yeux revenus de son café. Vous avez de la chance. Dit-il, vous battre presse un murmure d'avoir quelque chose pour quoi vous battre. Amaret ne savait pas quoi dire. Elle retournait son travail essuyant le comptoir et elle sentait toujours ses yeux sur elle. Dans cette petite cuisine avec la pluie tapotant contre les fenêtres. Quelque chose avait discrètement changé. Puis une promesse, puis un engagement, puis une connexion. Une lueur de chaleur allumait dans l'obscurité. Et pour les premières fois, Elio sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années que peut-être. Juste peut-être, il y avait encore des choses dans ce monde que l'argent ne pourrait jamais acheter, comme le rire. D'une femme qui se battait chaque jour pour les gens qu'elle aimait. Vous suivez toujours l'histoire, si cette histoire vous est trouvée en dehors de Soul Story. Nous vous invitons à la maison, chaque conte commence avec la vérité. L'espoir et le cœur. Le vendredi matin se levait exceptionnellement clair au-dessus du domaine Cagington. La lumière du soleil filtrait à travers les vieux chênes, dispersant des taches de lumière scintillantes sur une vaste pelouse du jardin. Un marais se tenait sur le porche d'entre les yeux suivant anxieusement son fils de 50 mics, qui filait entre les parterres de fleurs. Ce peau brune brillait sous la lumière du matin, ses cheveux bouclés rebondissent à chaque pas, et ses gros yeux brillants semblaient complètement inconscients de la richesse environnante. Ce n'était qu'un nouveau terrain de jeu, plein de papillons à chasser, de cailloux qui scintillaient sous le soleil. Amar n'avait pas prévu d'amener Mick avec elle ce jour-là. Elle essayait toujours de séparer ses vies personnelles de son travail. Surtout dans un endroit comme la maison d'Elio Cagington, où tout portait une atmosphère d'ordre froid. Mais ce matin, sa gardienne habituelle avait appelé pour dire qu'elle était malade. Amar n'avait pas eu le choix. Elle avait demandé la permission ragelte de Major 2, qui s'était contenté de hausser les épaules et de dire « Laisse le garçon rester dehors, nul. Laissez simplement te déranger le patron. » Amar hochait les têtes. Bien que ses poitrines restât serrée, il savait qu'Elio n'aimait pas les perturbations. Et la présence d'un enfant pourrait facilement franchir une ligne. Mick figure bien heureux des soucis de ses maîtres courut sur la pelouse avec un large sourire, tenant un bâton comme si c'était l'épée d'un chevalier. Son rire pur résonnait à travers le domaine silencieux. Ce melpochon oiseau adoucissant de caleux qui s'était longtemps emparé des lieux. Depuis le porche, Amar pliait des serviettes d'une main, gardait un œil vigilant sur Luc, prêt à le rappeler s'il s'éloignait trop. Sur le balcon du deuxième étage, Talio se tenait silencieusement, son bras gauche toujours dans son écharpe, observant le garçon. Il avait entendu le rire depuis son bureau. Un son si étrange dans cette maison où résonnerait avec les pluies silencieuses. Que rire il était sorti et maintenant il ne pouvait plus détourner le regard. Mick saute par-dessus les dalles, trébuchait légèrement puis se relevait, et pousse ses genoux avec un sourire insouciant. Il y avait quelque chose dans la présence du garçon de si ouvert, de si intrépide, qui frappait Liu comme étrangement familier. Comme s'il voyait une version de lui-même oubliée depuis longtemps, d'une époque avant l'ambition, avant les pertes. Toute la vie semblait encore simple. Amar remarquerait Liu sur le balcon et son cœur se serra. Mick revient ici, ne veut pas trop loin, appela-t-elle. Se voit un mélange prudent d'inquiétude et de douceur. Mais Mick accroupi sur quelque chose par terre, ne l'entendit pas, au lieu de se lever. Il levait les yeux, croisait et regardait Liu. Contrairement à la plupart des adultes qui approchaient le milliardaire avec raideur ou déférence, Mick rayonnait, fit un signe de les mains comme pour saluer un vieil ami. « Salut messieurs » appela-t-il. Sa voix claire résonne sur la pelouse. Elio se figea. Il ne savait pas comment répondre. Il n'était pas habitué aux enfants, surtout à ceux qui n'avaient pas peur. Mais avant qu'il ne puisse reculer, Mick se précipitait déjà vers le bas du balcon. Ses petits pieds faisant bruisser l'herbe. Le garçon s'arrêtait, levait les yeux, tenant quelque chose qui scintillait au soleil. « Regarde » cria Mick. L'excitation bouillonnant dans sa voix. « J'ai trouvé une pierre super cool. » Amar se précipite, tendant les mains pour l'éloigner. « Mick ne le dérange pas » dit-elle doucement de sa voix tendue d'excuses. Mais Elio, à sa propre surprise, fait lever une main. « C'est des rien » dit-il à sa voix basse mais plus froide. Il baisse les yeux vers Mick et pour les premières fois depuis des jours et ses yeux s'adoucirent. « Quelle sorte de pierre, gamin ?» Mick sourit, monta des marches extérieures, menant au balcon avec Amarin de puisse. L'arrêtait. Quand il arrivait en haut, Elio put voir de plus près. Le garçon tendit une petite pierre plus grosse qu'une pièce de monnaie. Lisse grossièrement en forme de cœur, elle scintillait au soleil alors que Mick elle levait bien. « Oh, je l'ai trouvée sous ce gros arbre » expliquait Mick, montrant du doigt un vieux chêne noueux. « J'avais l'habitude de garder une pierre comme ce sous mon oreiller quand maman travaillait tard. » Il fit une pause souffrant les pierres des deux mains. « Tu peux la voir. Ça t'aiderait à être heureux. » Elio prit les pierres. Ses doigts tremblaient légèrement au contact de la surface chaude. Elle n'avait aucune valeur matérielle. Juste un morceau de gravier poli qu'on pouvait trouver n'importe où. Mais de façon dont Mick regardait avec une sincérité pure et sans faille.
le faisait ressembler à trésor. Pour les premières fois de sa vie, ils ont donné quelque chose à Elio sans condition. Non peu pour une faveur, non peu pour un prophète, mais simplement parce qu'un garçon de 5 ans croyait qu'il en avait besoin, il fixa les pierres. Puis le garçon de gauche serre. Merci le gamin, dit-il doucement. Près à un murmure, il refermait ses doigts sur la petite pierre à forme de queue. Sentant son poids léger peser sur lui comme s'il portait tout un monde oublié. Au pied des escaliers, Tamara regardait restée stupéfaite. Elle n'avait jamais vu Elio comme ce, sans arrogante sans froideur. Juste un homme essayant de saisir le sens d'un moment. Elle monte sur le balcon posant doucement une main sur l'épaule de Mika. D'accord, que laissons Monsieur Kagington se reposer, dit-elle doucement. Son regard effleura le visage d'Elio avec une pointe d'empathie. Elio regardait Amara debout quelque peu seulement. La lumière du soleil touchant les bords de ses cheveux bouclés, il voulait dire quelque chose. Mais les mots ne venaient pas. Alors les plages qu'il hochait simplement la tête. Ses yeux s'attardant sur elle plus longtemps que d'habitude. Son cœur semblait fondre d'un préparant menthe. Né par une chaleur d'où il n'avait pas réalisé le manque. Le chaleur que tes mères et le fils semblaient porter avec eux partout qu'ils allaient. Mick était inconscient du changement tombé et tirait des mains d'Amara. Maman. Je peux aller trouver une autre pierre coûte, demanda-t-il avec enthousiasme. Se tournant déjà vers l'herbe. Amara sorte confuse, c'est un vrai diable. Monsieur, je vais m'assurer qu'il ne vous dérange plus. Peu de peine, dit Elio. Sa voix est plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue, il ouvrit les paumes de ses mains. Regardons les petites pierres à forme de cœur, il est spécial. Puis après une pause, tu l'ajoutes comme sa mère, à marque rouge. Ne sachant comme répondre, elle baissa la tête et se détourna, mais son cœur battait plus vite. Alors qu'elle descendait du balcon pour suivre Mick. Elle ne savait pas qu'Elio se tenait toujours retenant fermement les pierres dans ses mains. Ses yeux les suivaient tel le garçon, et travers le jardin, vers ce moment-là. Elio réalisait quelque chose qu'il ne s'était plus autorisé à croire depuis longtemps. Certaines personnes pouvaient vraiment te faire croire à nouveau quelque chose de pur. Et les petites pierres à forme de cœur en étaient l'épreuve. Le mercredi après-midi. Une lumière dorée orangée du soleil couchant adoucit ses bords froids austères du domaine. Kagington, le frôle habituel de l'épier et du verre semblait plus doux sous la lueur chaude, dans les petites cuisines du personnel marin soutenait de volets cuisinières. Remue une marmite de soupe et les tomates. L'air était parfumé de basilic et de crème, il venait de rentrer de l'hôpital avec Mika. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans le bureau à quelques couloirs de Elio Kagington prenait une décision inattendue. Une décision qui allait changer le rythme de vie pour eux trois. Elio entrait dans la cuisine de l'air légère de gauche d'une simple chemise grise. Son bras gauche toujours d'une écharpe. Amarré sur ce posait la cuillère bois et s'essuyait les mains sur son tablier. Monsieur. Avez-vous besoin de quelque chose demanda-t-elle de son ton professionnel. Bien que teinté de surprise. Elio entrait rarement dans les zones du personnel. Aujourd'hui, son regard contenait quelque chose d'inhabituel. Non pas son froid de vivacité habituée, mais une sorte d'hésitation. Comme un homme entre territoires inconnus, j'aimerais vous inviter à vous niquer dîner. Dit-il, ses voix basses mais fermes, rien de formel, juste un repas ici dans la cuisine. Il fit un geste vers la petite table en bois dans le coin. Où le personnel mangeait habituellement, si cela ne vous dérange peu, ajouta-t-il. Amara cligna des yeux incertaine d'avoir bien entendu. Elio, le même homme qui le regardait à peine autrefois que l'invité maintenant et son fit. Mais dîner. Elle ouvrit les bouches prête instinctivement de refuser, mais vit alors ses yeux. Non pas autorité, non peu condescendante, mais sincère presque vulnérable. D'accord, monsieur, dit-elle offrant un léger sourire, je vais appeler Mick. Il joue dehors, 1 heure plus tard. Les modestes cuisines s'étaient transformées en un cadre calme craintif que le domaine n'avait jamais connu. La table était recouverte d'une simple nappe blanche. Les soupes et les tomates fumaient encore dans ce marmite. Une assiette de toast croustille était à proximité. Et un pichet en verre de limonade fraîche se tenait au centre. Mick était assis entre eux. Les jambes se balançant sous sa chaise, les yeux écarquillés de plaisir en torgnant et tous. Amara était assise en face d'Elio, peut-être pour les premières fois de sa vie. Mangeait d'une table non préparée par des chefs privés. Il tenait ses cuillères avec une légère maladresse. Mais ses yeux restaient fixés sur Amara et son fils. Mick, sans la moindre hésitation, se mit et bavardait avec l'excitation que seul un enfant de 5 ans pouvait avoir. Aujourd'hui, notre maîtresse nous a dit de dessiner des super-héros, dit-il. Les bras s'agitent pour imiter le dessin. J'en ai dessiné un qui peut voler comme toi. Parce que maman a dit que tu étais dans un hélicoptère. Il rayonne en direction d'Elio. Ignore que ce Mosinos avait effleuré une blessure non cicatrisée. Elio se figeait de sa cuillère suspendue au l'air, puis il sourit. Un petit sourire rare qui surprit Amara. Voldos t'es amuseux gamin, dit-il doucement, mais la prochaine fois. Donne un parachute à ton super-héros Tokyo. Mick éclata de rire tête avec enthousiasme Tamar Trios. Son sourire illuminant toutes les pièces. Elle remplit de nouveau le bol de Mick et jeta un coup d'œil vers Elio, il mangeait lentement. Comme s'il savourait plus que le deux de savourer un moment. Pour les premières fois depuis qu'elle avait mis les pieds dans ce manoir. Elio n'était plus une figure de pierre, il était présent pleinement authentiquement. Dans un simple repas partagé. Alors que Mick racontait l'histoire de son crayon tombé à classe et de tout le monde les deux.
Le retrouve Elio parlait soudainement de ses voix lointaines et basses. « Mais merde de raconter des histoires comme ça » dit-il les yeux fixés sur son bot. Comme s'il voyait quelque chose de bien au-delà. Elle était la seule de m'avoir jamais aimé sans rien demander en retour. Quand j'étais petite, elle s'asseyait avec moi dans la cuisine. Parlait de ses journées à coudre dans une usine. Elle disait que les petites choses à sourire à merci. Valait plus que tout au monde, il fit une pause les doigts se resserrant sur sa cuillère. Elle est morte que j'avais 15 ans, personne ne s'est jamais assis avec moi juste pour parler. Après ça, le silence tombait dans les pieds. Rompu seulement par le tintement de la cuillère de Mika. Amara regardait Elliot, poitrine lourde, il voulait dire quelque chose ou n'importe quoi. Mais savait qu'aucun mot ne pourrait effacer ce genre de douleur. Au lieu de ce, elle remplit tranquillement son bol de soupe. Puis posait doucement ses mains sur l'épaule de Mika. Caressant ses boucles dans un geste silencieux d'amour et de réconfort. Comme pour leur rappeler et tous les deux que les chaleurs existaient encore. Elliot levait les yeux, croisait son regard, ce petit geste, ses mains sur l'épaule de son fils. Sa gentillesse discrète le calma. Il réalisait à quel point elle aspirait profondément de cette chaleur. Est ce sentiment de foyer que l'argent ne pourrait jamais acheter. Il pensa à Clara et sa fiancée. Arrivant toujours avec des sourires impeccables et des plots méticuleux. « Clara, dit-il presque pour lui-même. Elle voulait que je signe ce papier parce qu'elle pensait que je ne pouvais plus me protéger. Peut-être qu'elle avait raison, mais elle ne s'est jamais assise avec moi. Juste pour s'asseoir comme ça, Amara ne répondit pas. Elle ne m'avait pas besoin. Elle sourit simplement doucement, versait plus de limonade pour Mickey. Elle continuait d'écouter son histoire de super-héros, mais au fond d'elle. Elle savait que ce moment comptait. Elle sentait que quelque chose à l'intérieur d'Elio changeait. Une porte autrefois solidement verrouillée commençait à s'ouvrir, pas seulement dans son cœur, mais dans le sien aussi. Elle ne savait pas que se les mènerait dans cette petite cuisine. Entourés de rire et de silence, ils avaient tous trouvé quelque chose dont ils avaient besoin. Une connexion, le repas se terminait avec Mika baille largement. Les paupières lourdes de sommeil, Amara se levait pour débarrasser la table. Mais Elio leva les mains. « Je m'en occupe », dit-il doucement et fermement, qu'il apporta son bol à l'évier. Ses mouvements maladroits à cause de ses blessures les remplis d'un soin surprenant. Amara regarde. Souriant, pour la première fois. Elle ne voyait pas seulement un milliardaire, elle voyait un homme apprenant à s'ouvrir. Plus tard, alors qu'Amara et Mika quittaient le domaine, Elio se tenait près de fenêtres du bureau. Regardant leur vieille voiture disparaître dans la nuit. Dans ce neuf, il serrait les pierres à forme de cœur que Mika lui avait données. Sa surface lisse encore chaude de ses paumes, et pour les premières fois depuis des années, il sentit l'épée. Non pas du pouvoir ou des possessions, mais d'un simple digne d'un sourire sincère. Et il se reste un instinct sur quoi que ce soit. Valait plus que tout ce qu'il avait jamais possédé. Dans les jours qui suivirent, le dîner tranquille dans la cuisine du personnel. Le domaine Kagington semblait respirer différemment. Ne serait-ce que de manière infime et à peine perceptible. Elio ne se confinait plus toute la journée dans son bureau. Parfois il parcourait les couloirs, interrogeait Amara sur son travail, plaide de ses mères. Ou pour cause Mika n'était pas passé dernièrement. Parfois il s'arrêtait même pour écouter le garçon raconte qu'une histoire sans but. Riant de cette manière pure et non filtrée que seul un enfant pouvait avoir. Mais cette chaleur fragile ne durait pas longtemps. Clara, avec l'instinct de quelqu'un qui avait toujours été au contrôle, sentit le changement dans son pouvoir. Et Clara l'anglais n'était pas le genre de faire céder ses positions sans se battre. Elle retourna au domaine un jeudi matin ensoleillé. Elio était dans le salon en train d'examiner des documents de l'entreprise quand elle entra d'Anne. Rapide et impeccable comme toujours dans un tailleur blond à juste. Ses cheveux dorés attachés, ses lèvres étirent en un sourire aussi vif que froid. Amara qui époussetait dans le coin. Sentit le changement d'atmosphère dès l'entrée de Clara, et ne les regarda même pas. Mais son regard traversait les pièces comme une lente calcul intentionnel. « Elle nous devons parler » dit Clara, ses voix douces mais lourdes de pression. Elle s'assit face de lui. Pose une élégante mallette en cuir noir sur la table, à propos de l'entreprise et des rumeurs. Elio levait les yeux, les sourcils se fronçaient légèrement. Des rumeurs, sa voix était basse, ses petites lèvres ouvertes à l'écoute. Après l'incident de la procuration, sa confiance en Clara s'était fissurée. Mais elle était toujours sa fiancée. Toujours empêtrée dans le monde du pouvoir qu'il avait construit. Clara pencha la tête, le sourire ne quittant jamais son visage. Les gens disent que tu l'as influencé par les mauvaises personnes. Que tu laisses tes émotions obscurcir ton jugement. Surtout après l'accident, le conseil d'administration est inquiet, Elio. Ils pensent que tu as besoin de temps pour te remettre. Pour protéger l'image de Kagington Technologies, Amara se fige à plein mouvement. Les mains se resserrant sur son chiffon, elle ne levait pas les yeux. Mais elle savait que les mots de Clara étaient pointus et l'idée, elle était cible. Elle lui posait les papiers de son expression, se disant « De qui parle-tu, Clara ?» Clara haussait les épaules, te feignant à nonchalance. « Je ne suis pas là pour pointer du doigt tes chéris, mais tes colocataires, Amara c'est ça ?» Elle semble un peu trop proche. Les gens parlent d'une mère célibataire des dettes d'hôpital. Travaille sous ton toit, tu sais à quel point cela peut être facilement déformé. Ses bottes enrobées de sucre et venimeux frappèrent comme un coup. Le visage d'Amara devint brûlé et elle garda le silence. Les mains tremblaient légèrement alors qu'elle reprenait l'essuyage de l'étagère. Si elle parlait maintenant, elle ne ferait que jouer le jeu de Clara, ça suffit.
dit sèchement Elio. Amaret n'a rien à voir avec ça, si le conseiller a des préoccupations. Ils peuvent venir me voir directement. Clarisse le vertisseur s'ajoute, son sourire ne se brisant jamais. Bien que ses yeux brillèrent de quelque chose de plus froid. Bien sûr, Elio. Je veux juste ce qu'il y ait de mieux pour toi, ton image et l'image de l'entreprise. Il se tourna sortit de ses talons claquant vivement sur le sol marbre. Mais Amaret savait que ce n'était pas la fin. Clara l'anglais n'abandonnait pas quand elle était en train de perdre. Au cours des jours suivants, la tempête commença. Les rumeurs de Clarisse se répandirent comme une traînée de poudre. Les tabloïds publièrent des titres sensationnels. Que milliardaire Elio Cagington est-il manipulé par ce domestique? Cagington Technologies crise au milieu d'un scandale de direction. Le conseil d'administration déjà inquiet de la santé d'Elio après l'accident commençait à resserrer les pressions. Lors d'une réunion vidéo d'urgence qu'ils poussèrent à sa démission temporaire dont le PDG. Au moins jusqu'à ce que les allégations soient clarifiées. Certains suggérèrent même une vérification des antécédents d'Amaret. Comme si elle représentait une menace légitime. Elio était assis dans son bureau fixant des visages sur le grand écran de ses vêtements prudents. Politique, la colère monte en lui comme une flamme. Vous êtes en train de me dire que je ne suis pas assez stable pour diriger l'entreprise que j'ai bâtie, lança-t-il. Tout à cause de ragots sur fondement. Amaret ne fait que son travail, si quelqu'un doit être enquêté. Commencez par les personnes qui répandent ces mensonges. Mes répressions étaient implacables. Il malgré sa fureur. Savait que mener une guerre avec le conseil maintenant pourrait déchirer l'entreprise. Il accepte à contre-cœur de se retirer de doute parce qu'il croyait aux mensonges. Mais parce qu'il avait besoin de temps, le temps de démanteler tout ce que Clara avait mis en mouvement. Cet après-midi, Tamar entrait dans le bureau où Elio était assis. Sirote une tasse de café froid, ses mains étaient jointes fermement. Son regard stable mais teinté de chagrin. « Monsieur, dit-elle doucement, j'aimerais démissionner. » La tête d'Elio se relevait brusquement. Les yeux brillants de choc et de quelque chose de dangereusement proche de la panique. « Qu'avez-vous dit ?» Il se levait de mouvement vrai de cause de sa blessure. « Pourquoi ?» Amaret prit une profonde inspiration, gardant sa voix calme. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle vous devez vous défendre. » Ces mots étaient doux. Mais résolu, ce rumeur, elle ne concerne pas que moi. Elle vous blesse et blesse votre entreprise. Je ne suis qu'une domestique. Monsieur, je ne vous paie. Elio s'approche de ses voix basses mais fermes. Vous n'êtes peut-être raison, Clara de conseil. Ils essaient de vous contrôler. Vous m'avez sauvé une fois. Amar, ne pensez pas une seconde que je vais vous laisser partir à cause de leur jeu, mais... Amar secoua la tête. Ses yeux brillaient de larmes non versées. Mais elle tint bon, je ne veux pas que Mika grandisse dans un monde où sa mère est vue comme une parasite, dit-elle. Je dois vous protéger, monsieur. Et en ces moments, la seule façon de le faire est de partir. Elle baissa les yeux. Posait la lettre de démission sur le bureau et se détournait. Chaque peur portait une partie de son cœur. Elio resta figé dans le bureau regardant la porte se fermer derrière elle. Le manoir parut soudain plus froid qu'il ne l'avait jamais été. Il plongea les mains dans sa poche. Les doigts se referment sur la pire forme de cœur que Mika lui avait donnée. Sans chaleur ne réconfortait plus le blessé. Amar avait été plus qu'une domestique. Elle avait été son rappel que le bien existait encore. Maintenant, à cause des manigances de Clark, il l'avait laissé partir. Mais au fond de lui, Elio le savait. Ce n'était pas le fin. Pas pour lui, et peu pour Amaret. Dans les jours qui suivirent le départ d'Amaret, le domaine Cagington devint une coquille vide, les couloirs de marbre. Les pièces somptueuses non meubles tout reposaient dans un silence étouffant. Elio restait dans son bureau, fixe d'un air absent les pierres formes de queue que Mick lui avait données. Son absence n'était pas seulement la perte d'une employée de maison, elle avait déterré quelque chose d'enfoui au plus profond de lui, le besoin douloureux de quelqu'un de réel, quelqu'un qui ne parlait pas son statut mais de son âme, mais avant de pouvoir retrouver Amaret. Elio savait qu'il devait affronter Clara et les dégâts qu'elle avait causés, il n'avait jamais aimé Clara dans le sens que ce mot devrait avoir. Elle avait toujours été un accessoire parfait de son image. Bête, brillante, polie. Une avocate de haut vol qui brillait au gala de charité savait comment gérer une caméra de presse. Leur fiançailles était une transaction. Un alignement stratégique destiné à renforcer sa position dans le monde de l'influence et du contrôle. Mais après les trahisons de la procuration, la confiance entre eux s'était fissurée. Et quand Amaret fut chassé par les murmures venimeux de Clara, cette fissure devint une blessure qui ne pourrait jamais être réparée. Elio engage une équipe d'enquêteurs privés. Des professionnels discrets et petits pour le résultat. En quelques jours, ils revinrent avec un épais dossier documentant les agissements de Clara pendant son hospitalisation. Elle avait discrètement détourné d'importantes sommes des comptes d'investissement de Cagington. Technologie vers des paradis fiscaux masqués en honoraires de consultation juridique. Elle avait maintenu un contact régulier avec une faction des membres du conseil d'administration. Longtemps mécontent du leadership autocratique d'Elio, mais rien de tout cela ne l'enragea de plus. L'argent pouvait être récupéré, le pouvoir pouvait être reconquis. Ce qu'il ne pourrait jamais pardonner, c'était ses campagnes calculées pour détruire le don d'Amaret. Répondant des mensonges dans les prêts manipule le conseil. J'utilise l'acide d'Elio pour le pousser hors de son propre empire. Amaret qui ne lui avait jamais dit que la vérité. Amaret
Qu'il avait sauvé de signer sa vie, c'était impardonnable. Elio convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration au siège social vitré de Kagington Technology au centre-ville, dont une vaste salle d'angle avec vue sur l'édifice se tint devant le conseil. Le bras gauche toujours en écharpe lui les yeux vifs comme de rasoir, il ne s'assit pas. Il ne lui pas de notes, sa voix était froide, contrôlée. Clara Langlais manipule cette entreprise pendant que je lui remettais, commença-t-il. Ses mots tombent comme des coups de marteau. Elle détournait de large vers des comptes offshore. Comploter avec certains d'entre vous pour orchestrer mon renvoi. Il salit la réputation d'une femme innocente à Égypte, qui me sauvait de céder le contrôle de cet empire d'une femme qui ne me voyait que comme un moyen d'accéder au pouvoir. Il jetait le dossier sur la table de conférence. Les pages s'éventélèrent comme une tempête. Les visages du conseil pâlissent en les parcourant. Voici votre preuve. Si vous vous souciez de l'intégrité de cette entreprise, commencez par renvoyer ceux qui l'ont trahi. La salle était silencieuse. À l'exception de la respiration lourde de quelques membres du conseil, certains baissèrent les yeux, d'autres chuchotèrent entre eux cherchant des excuses. Mais Elio ne leur laisse aucune marge de manœuvre. Il se tourna vers le chef de la communication de l'entreprise. D'ici demain matin, je veux que toutes les grandes publications publient l'histoire. Le nom de Clara Langlais ne sera plus lié avec Kagington Technology, nos fiançailles. Sa voix s'aiguisa. Considérez-les comme terminés. La nouvelle éclata comme un raz de marée, des blocs de potins aux géants de définante. Chaque média publiait des titres exposant les mauvaises conduites de Clara. Elle fut rapidement démise du conseil enquêté pour fraude financière. Et sa brillante carrière juridique s'effondrait du jour au lendemain. Elle disparut des feux de verre rampe dans la disgrâce, son nom devint un conte moral sur la cupidité et l'ambition, mais pour Elliot, les victoires avaient un goût amer. Il était assis seul dans son bureau au-dessus de la ville. Regardant les pluies brouillées, les lumières scintillantes, il avait repris le contrôle, il avait brûlé l'ombre que Clara avait jetée. Pourtant, les seules choses qui remplissaient son esprit étaient amarres, elle n'était pas partie par en tout culpabilité, elle était partie pour le protéger, pour protéger son fils. Et maintenant, pour les premières fois de sa vie, Elliot réalisa qu'il ne pouvait pas supporter de perdre quelqu'un comme elle le lendemain matin. Une pluie régulière tombait sur la ville. Elliot se conduisit lui-même sans service de sécurité, sans assister à l'école maternelle de Mick. Un modeste bâtiment jaune à la périphérie de la ville. Il se tenait sous un chêne à l'extérieur, les branches le protégeant à peine alors que la pluie trempait son manteau. Il attendit. Les parvalets devenaient les parapluies se balançant les enfants bavardant. Puis il veut à Marc marchant vers le portail du site régulier mais fatigué. Comme quelqu'un portant le poids du monde, Mick courut vers elle libre autour de ses jambes. Rayonnant. Amar sourit faiblement, mais ses yeux étaient lourds. Elio sortit de l'ombre que la pluie ruisselant sur son visage. Elle levait les yeux et se fige. Son parapluie incline à les pluie tomber sur ses cheveux. « Monsieur, que faites-vous ici ?» demanda-t-elle doucement, sa voix tremblant pas de froid, mais de choc. Elio s'approchait, ses yeux fixés sur les siens. Sa voix était rauque. « Vous m'avez sauvé, Tamara. » dit-il pas seulement de signer ce papier, mais pour toute ma vie. Clara est partie. Les rumeurs ont cessé, mais je me fiche de tout ça. Il déglutit difficilement. « Je veux juste que vous reveniez. Prêt qu'employé, je ne veux pas vivre dans un monde où vous n'êtes pas. » Amar restait immobile, des gouttes de pluie accrochaient à ses cils. Elle ne pleurait pas, mais son regard était douloureux, et il regarde. L'homme qu'il était maintenant vit les vérités dans ses yeux. Mick levait les yeux entre eux, sentant quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Maman !» dit-il en tirant sur son manteau. Il est tout mouillé, l'innocence de sa voix brisée. Silence pendant un instant, les deux adultes sourirent. Mais dans leur cœur, quelque chose d'autre s'agitait, quelque chose de plus lourd, quelque chose de réel. Elio sut que ce n'était que le début. Elio de son manteau noir trempé collait de ses épaules. Fit un autre pas vers Amara, son regard était fixé sur elle, vacille une seule seconde. La pluie ruisselait sur son visage brouillant, c'est très assez, mais sa voix restait claire. Rauque d'émotion. Amara, continua-t-il. Reprenant lèvres, ces mots avaient été interrompus par l'appel innocent de Mick. Je pensais que les gens venaient moins pour l'argent que pour le pouvoir. Pour les choses que j'avais. Mais vu que vous êtes venu parce que j'étais sur le point de commettre une erreur, vous ne vouliez rien de moi. Et pourtant vous m'avez donné quelque chose dont je ne savais avoir besoin, les vérités. L'espoir. Il fit une pause de prendre une profonde inspiration. Comme s'il cherchait le courage de dire ce qu'il n'avait jamais dit à personne auparavant. Je ne sais pas ce qu'est l'amour, admit-il, ses voix plus basses maintenant presse un murmure. Mais assez forte pour s'élever au-dessus de la pluie. Je ne l'ai jamais appris de la vraie manière, mais si je pouvais apprendre. Si je pouvais tout recommencer, je voudrais apprendre de vous. Ces mots étaient comme un couteau de non pas douloureux, mais assez pour faire trembler le cœur d'Amara. Elle sentit les larmes couler chaudes sur ses joues. Se mêle aux gouttes des pluies froides, et ne les essuyait qu'elle ne cachait pas. Elle reste simplement le fait regarder cet homme qui avait été un mur de glatte. Révèle maintenant ses vulnérabilités avec une honnêteté déchirante. Elle voulait dire quelque chose, merci, je suis désolé, peut-être même non, mais sa gorge se serre. Et tout ce qu'elle put faire fut un petit hochement de tête. À peine perceptible, moins de regarder attentivement. Mick de Bontre levait les yeux vers sa mère. Puis vers Elio, il ne comprenait pas tous les mots qui venaient d'être prononcés.
Mais son sourire innocent ne s'efface jamais. Il lâche les mains d'Amariette sans prévenir, prit les mains d'Elio. Ses petits doigts agrippent fermement les doigts beaucoup plus grands de l'homme. Monsieur, de rester paix sous la pluie, dit Mick de sa petite voix claire. Pire sur leurs deux mains comme pour les rapprocher, vous allez tomber malade. Le simple geste de l'enfant brisait la tension. Amar laisse échapper un petit rire. Même si les larmes coulaient toujours sur ses joues. Elio s'accroupit légèrement, regarde Mick et pour les premières fois. Il sourit, non pas un sourire poli, non pas un sourire forcé, mais un sourire sincère qui illuminait son visage. Merci le gamin, dit-il, caressant doucement les cheveux bouclés du garçon, puis il se releva. Croisa à nouveau le regard d'Amar, son regard tendre mais inébranlable. Je ne vous demande pas de répondre tout de suite, je veux juste que vous sachiez que je suis sérieux. J'attendrai Amar aussi longtemps qu'il le faudrait. Amar a pris une profonde inspiration. Son parapluie s'incline légèrement alors qu'elle s'approche. Juste assez pour que la pluie tombe sur son épaule. Je ne sais pas ce que je peux vous offrir tout monsieur, dit-elle. Sa voix tremblante mais sincère, ne vit. Ce n'est pas simple, Mick, mais mère. Tout ce que je porte, je ne suis pas sûr de pouvoir être la personne que vous pensez que je suis. Elle baisse les yeux vers Mick puis de nouveau vers lui, mais je sens votre sincérité. Ça signifie quelque chose pour moi. Il y hochait la tête sans pression, sans attente. Il comprenait qu'Amar n'était pas quelqu'un qui ouvrait son cœur facilement. Non pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle avait appris je protège. Protéger le petit garçon qui se tenait à côté d'elle. Je vous montrerai que vous pouvez me faire confiance, dit-il avec voix basse mais ferme. Puis avec de l'argent, puis avec des notes, avec du temps. Mick devenait agité, tirait plus fort sur leurs deux mains. Maman, monsieur, allons sur le toit. Vous êtes déjà tout mouillé. Il saute en avant, les conduisant vers une zone couverte près du portail de décoffre où d'autres parts attendaient. Amar et Elio suivirent leurs mains toujours tenues par celles de Mick. Un fil invisible les rapprochant. Sous l'eau, que la pluie ne les touchait plus. Bien que l'air soit encore lourd de l'odeur de la terre des feuilles mouillées, Amar regarda Elliot et pour les premières fois elle ne l'appelait pas monsieur. Elliot, dit-elle doucement, merci d'être venu, de ne pas avoir abandonné, il sourit. Un petit sourire chaleureux, merci de m'avoir donné une raison de continuer d'essayer. Ils restèrent sous l'eau vert avec Mick entre eux. La pluie continuait de tomber à rythme régulier comme une douce bande sonore. Aucune promesse ne fut faite, aucun échange de mails, il y avait une compréhension silencieuse. Un début tacite. Amar essuyait ses larmes, serrant plus fort les mains de Mick et pour les premières fois. Elle sentit que peut-être, juste peut-être, elle pourrait laisser quelqu'un entrer dans son petit monde gardé. Et Elliot regardant la mère l'enfant devant lui. Ce qu'il avait trouvé, ce qu'il cherchait toute sa vie, non pas le pouvoir, non pas le richesse, mais un cœur qui valait des peines d'apprendre à l'aimer, les présences d'Amar elle avait changé plus. Profond de lui, il se rétablit complètement, non seulement physiquement. Avec une mobilité totale retrouvée de son bras gauche et les douleurs s'estampent lentement. Mais aussi émotionnellement, il n'était plus le PDG obsédé par le pouvoir et les chiffres. Au lieu de ce, il devint quelqu'un de nouveau et plus ouvert, compatissant, plein de vues. Laissant le personnel de Kagington Technologies stupéfait, Elliot réduisit ses responsabilités au sein de l'entreprise. Déléguant de nombreuses tâches à ses vice-présidents et son équipe de direction, il prenait toujours les décisions clés mais ne se confinait plus au bureau de l'aube et les nuits. Son assistante de longue date, une femme d'âge mûr et vive d'esprit, le taquinait un jour lors d'une réunion après cet accident. C'est comme si nous avions un tout nouveau PDG. Je ne sais pas s'il faut remercier l'hélicoptère ou celui qui vous a transformé. Elle fit un clin d'œil, Elliot se contenta de sourire. Un sourire détendu que personne n'avait vu chez lui auparavant. Son tête est désormais consacrée à des choses qu'il n'aurait jamais imaginé apprécier. Chaque matin, il conduisait un modeste SUV noir et nous plus les banques les tape à l'œil pour déposer Mick à l'école. Le petit garçon était assis sur la banquette arrière. Divagant sur ses amis, ce dessin en crayon qu'Elliot écoutait. Rire parfois lorsque Mick déclarait vouloir devenir un super-héros volant comme toi. Les après-midi, il jouait au basket dans le jardin où construisait des modèles de vaisseaux spatiaux Lego. Le rire résonne dans une maison qui n'avait connu que le silence. Elliot se rendait aussi souvent à l'hôpital Saint, mais Gilles au greffe les mères d'Amar se remettait lentement de son AVC. Elle s'était réveillée après des mois de comète à miracle selon un Martin don du ciel. Elliot s'asseyait avec elle partageant des histoires sur Mick et l'entreprise. En lui tenant simplement les mains de silence quand Amar devait travailler. Il apprit s'écouter et prendre soin non seulement de la famille d'Amar, mais de tous ceux qui l'entouraient. Il commençait à prendre des nouvelles de ses employés, des gardes de sécurité aux ingénieurs, s'enquérant de leur vie, de leurs difficultés. Une fois qu'il crée même un fonds de bourse d'études pour les enfants des employés. Chose qu'il aurait d'autrefois considérée comme inutile, pour Amar. La transformation d'Elliot tenait du miracle. Pour les premières fois depuis des années, elle n'avait plus à se battre seule contre les vies. Elle ne jonglait plus entre deux emplois. Ne s'inquiétait plus des factures d'hôpital ou de l'avenir de Mick. Elliot devint quelqu'un sur qui elle pouvait compter, non pas parce qu'il avait de l'argent, mais parce qu'il était vraiment ultra avec patience et sincérité. Quand elle était épuisée, il lui préparait un café, s'asseyait avec elle dans la cuisine, ne disant rien pendant qu'elle posait sa tête sur son épaule. Quand elle s'inquiétait pour ses mères, il lui tenait les mains et disait « Nous nous en sortirons.
Ensemble, Amarthe qui avait autrefois cru devoir être forte toute seule a pris à se partager le fardeau. Pour les premières fois il ressentit un soulagement à le faire. Mick était le plus heureux de tous, il adorait Elliot l'appeler oncle Elle. Et demandait constamment des histoires pour s'endormir. Chaque nuit dans le petit appartement qu'Amar et Mick et Louis près du domaine Cagington. Elliot s'asseyait à côté du lit du garçon, lisant de livres d'images sur les astronautes et des super-héros. Amar s'asseyait à proximité de tricote parfois. Ou écoute au simple meule de voix profonde et calme d'Elliot. Sa présence silencieuse même semblait lui apporter la paix. Comme si toutes les tempêtes du passé s'étaient enfin calmées. Un matin de printemps, une douce lumière du soleil filtrait dans la cuisine douillée du domaine. Amar a préparé du porridge pour Mickey. Le bouillon de la casserole se mêlait au rire du garçon qui coloriait avec des crayons. Sur la table, Elliot entre vêtu d'une chemise bleu pâle et tenant une enveloppe blanche. Il les posa devant Amar et les yeux brillants d'une excitation subtile. « Ouvre-la » dit-il, ses voix légères mais pleines de sens. Amar s'essuyait les mains sur son tablier. Curieuse, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une demande de reprise de ses études de droit à son ancienne université. Une lettre d'acceptation officielle. Elle levait les yeux écarquillés d'incrédulité. Elliot. Je ne peux pas changer de passé, dit Elliot en s'approchant. Son regard double et ferme. Je ne peux pas effacer les années où tu as renoncé au rêve. Mais je peux ouvrir la porte de ton avenir. Je contacte l'université. Ils sont prêts à t'accueillir à nouveau. Je m'occuperai de Mick pendant que tu étudieras. Nous occuperons de grâce ensemble. Tu le mérites, Amara. De larmes brillèrent dans les yeux d'Amarthe, bombés de chagrin. Mais d'un bonheur qu'elle n'avait jamais osé espérer. Elle sourit, posa les papiers dans la cellule se fondant dans sa chaleur. Merci, murmura-t-elle, vous noué par l'émotion. Merci de croire, moi, Mick. Témoin de laisser sauter de ce chaise et laissèrent tous les deux dans ses brefferes bruyamment. Maman retourne à l'école, je veux y aller aussi. Ces éclats de rire remplirent les cuisines. L'air un peu plus chaleureuse que jamais. 2 ans plus tard, Tamar terminait son programme de droit. Réussissant tous ses examens avec détermination et le soutien indéfectible d'Elliot. Le jour de sa remise de diplôme sous le soleil éclatant d'un après-midi d'été. Elle monte sur ses entoches mortues, rayonnante regardant le foule Elliot Mick qu'elle acclamait sans relâche. Vrette. Maintenant, meilleure santé que jamais était assise à leur côté des yeux brillants de fierté. Après les cérémonies au jardin de l'université, le prose était en pleine floraison. Elliot conduisit Amar et Mickey dans un coin tranquille. Il s'agenouillit de surprendre Amar couvrit une petite boîte. Révèle une bague simple mais élégante qui scintillait au soleil. Amar agide, dit-il. Les voix tremblantes d'émotion. Tu m'as appris ce qu'est l'amour. Ce que signifie vivre. Je veux passer le reste de ma vie à apprendre davantage de toi. L'être à tes côtés et ceux de Mickey. Veux-tu m'épouser? Amar éclate en sanglots cette foule des larmes de joie immense. Elle hochait la tête incapable de parler. Elliot lui passait la bague au doigt. Puis la tirait d'une étreinte. Mickey sauta de crie. Maman s'épouse son clel. Je veux être le porteur d'alliance. Tous les 3 rirent. Et le jardin se remplit des applaudissements de ceux qui assistaient à un moment qui semblait magique. Plus tard, Amar devint avocate bénévole pour une organisation soutenant les mères célibataires. Aidant des femmes comme elle l'avait été trouver leur seconde chance. Elliot restait membre de Cagington Technologies mais passait plus de temps à les maisons. Emmenant Mick à l'école le matin, jour au basket l'après-midi. Ils ont côté d'Amar le soir. Un miracle s'était produit non seulement dans la vie d'Amar mais dans le cœur d'Elliot. Pour l'amour, l'espoir était devenu un feu qui ne s'éteindrait jamais.